Bonjour à tous, bienvenue sur France Business Télé, la télévision qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique, et vous l'avez compris, de toutes les belles initiatives en France. Au programme de ce jour, qui peut juger dans le cyberespace? Une question très intéressante que j'ai la chance de traiter avec nos deux invités du jour. Pour commencer, William Dupuis, bonjour. Bonjour Ali, donc je suis William Dupuis, je suis spécialiste de la cybersécurité depuis un peu plus de 17 ans et RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information depuis quelques années. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur votre expérience et surtout sur votre analyse de cette belle question. Également Frédéric Janin, bonjour. Bonjour Ali. Donc Frédéric Janin, je suis senior manager chez Magellan Consulting, spécialisé sur les questions de cybersécurité et protection de l'information. Alors pour commencer, William Dupuis, qui peut juger aujourd'hui dans le cyberespace? Question éminemment intéressante et éminemment d'actualité. Tout à fait Ali. Donc deux problématiques derrière qui peut juger, donc l'application de la justice dans le cyberespace. Il y a des notions qui sont assez théoriques, des notions légales, parce que le cyberespace c'est quelque chose qui est je veux dire, très large et mondialisé. Les données que vous consultez en France peuvent très bien être stockées en France, mais également en Irlande, aux États-Unis ou en Inde. Et pour autant, le droit français s'applique. Donc il y a une première notion qui est notamment liée à cette problématique d'extraterritorialité qui est assez complexe à prendre en compte. Et après, il y a une deuxième problématique qui se cache derrière qui peut juger dans le cyberespace, c'est est-ce qu'on a la capacité à poursuivre dans le cyberespace, à identifier les contrevenants, à les mettre devant un tribunal et à les sanctionner à la hauteur des crimes qu'ils ont commis. C'est une deuxième problématique qui sont les moyens, quelque part, que l'on met et qui doivent être en adéquation avec les opportunités pour les criminels. Voilà. Merci pour cette première analyse, William. Frédéric Janin, est-ce que vous partagez? Oui, absolument. Effectivement, on est face à une menace qui est de plus en plus mondialisée, de plus en plus professionnalisée au niveau de la cybercriminalité. Et on s'est bien rendu compte au fur et à mesure des années et de l'évolution de cette criminalité que finalement la justice et les moyens mis en face pour y répondre n'étaient pas forcément à la hauteur des dangers que nous rencontrions. Donc on a maintenant, j'ai envie de dire, un framework légal, une structure légale au niveau en tout cas français et européen qui commence à être assez sérieuse. Et finalement, j'ai envie de dire, on a sans doute l'outillage juridique nécessaire pour juger. Maintenant, est-ce qu'on a toute l'infrastructure nécessaire pour appliquer la loi et pour être certain que ces crimes soient effectivement jugés? Là, la question est un petit peu plus difficile pour l'instant. Alors justement, oui, allez-y. Si je peux me permettre, en même temps, on ne peut pas prendre ces deux problèmes de façon complètement séparée. Parce que d'un côté, effectivement, il y a les problèmes du corpus légal. Est-ce qu'il est adapté ou pas adapté? Alors, il y a un débat là-dessus. On peut très bien dire que oui, effectivement, l'ensemble des crimes qui se commettent dans le cyberespace, ou l'immense majorité, sont des crimes habituels. Enfin, des crimes qui existent également dans la vraie vie. Que ce soit le chantage, la destruction de matériel, les atteintes à l'image. L'extorsion. C'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Après, la grosse différence, c'est effectivement la facilité à faire. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire qu'un criminel, aujourd'hui, il peut aller louer des moyens auprès d'autres criminels qui sont spécialisés dans l'aspect technique de l'attaque pour très facilement commettre ces crimes. Absolument. Et donc, globalement, on a une disproportion, si on ne fait rien en tout cas, et donc on a une disproportion entre la facilité qui est offerte à l'attaquant et la difficulté du juge d'identifier l'attaquant. Aller éventuellement recueillir toutes les traces, le mettre devant la justice et in fine la peine qui va être mise que le criminel va subir. Et donc quelque part, effectivement, il y a un rapport coût-efficacité à prendre en compte et peut-être que si on ne peut pas mettre des moyens colossaux dans la poursuite des criminels, eh bien peut-être qu'il faut augmenter les peines quand elles ont un rapport avec le cyberespace, avec l'utilisation du cyberespace. Effectivement, on peut voir que les cybercriminels sont quand même généralement des gens qui agissent de manière rationnelle,
Donc, ils mettent en fait en balance un rapport coût-avantage, le coût étant la possibilité de se faire ou pas juger pour les crimes qu'ils ont commis. Et pour l'instant, le rapport coût-avantage est relativement défavorable, effectivement, puisqu'on se rend compte que c'est finalement assez facile, ne serait-ce que de louer des moyens permettant de faire un certain nombre d'attaques plutôt sophistiquées d'ailleurs, hein, qui vont rapporter beaucoup d'argent. On a bien vu typiquement lors de toute l'année 2020 une augmentation exponentielle des attaques par ransomware. Où assez souvent les entreprises ont été obligées de payer pour récupérer la faculté d'utiliser leur système d'information. Alors c'est pas quelque chose qu'on conseille, mais effectivement dans la vraie vie c'est quand même quelque chose qui se passe. Donc là aussi, une forme d'asymétrisme entre la facilité de mettre en œuvre des moyens et le risque encouru qui, in fine, est quand même relativement faible. Alors messieurs, vous l'indiquez, nous sommes en état d'alerte maximale, quelque part en état de guerre, vous venez de l'évoquer, monsieur Frédéric Janin. Le World Economic Forum indique que la cybercriminalité aujourd'hui est le 3e pourvoyeur de fonds au niveau international, après tout un tas de trafics. Donc effectivement, c'est un point éminemment important. Comment faire face à tous ces dangers qui guettent à la fois les États et les entreprises? Quelle réponse apporter? Est-ce que vous ne croyez pas que la réponse viendrait de l'Europe, William Dupuis? Alors, comment faire face? Alors c'est une très bonne question et très complexe en même temps, parce que je pense que tout le monde doit jouer sa part. D'abord, à l'échelle entre guillemets individuelle ou à l'échelle de l'entreprise, effectivement, il y a un vrai. Je pense que la prise de conscience est liée. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le chef d'entreprise qui n'a pas connaissance qu'il existe une menace cyber, il doit être très éloigné d'un écran de toute façon, quoi. En revanche, effectivement, il y a une vraie difficulté pour les organisations à identifier le niveau de menace effectif et le bon niveau de protection pour devenir une cible moins intéressante pour les attaquants. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment un grand enjeu au niveau individuel, enfin au niveau des entreprises. Comment considérer, excusez-moi William Dupuis, pour la première analyse, que seulement un quart des entreprises en France souscrivent un contrat de réassurance pour les risques cyber? Est-ce que c'est un manque justement de sensibilité? Est-ce que c'est un manque, une volonté qui est pas présente? Difficile de répondre. J'ai quand même le sentiment que il y a deux familles j'allais dire, de personnes qui ne souscrivent pas de cyberassurance. Il y a ceux effectivement qui considèrent qu'ils sont moins concernés ou pas concernés ou que ça arrivera aux autres. Donc cela effectivement, voilà, ça arrive un petit peu qu'aux autres. Mais après il y a aussi parmi certaines grandes organisations le choix délibéré d'assumer ses propres risques, c'est-à-dire d'être son propre assureur quelque part. Et ça existe aussi, et c'est quelque chose qui est, j'allais dire, quand on quand on a une certaine taille, qui peut complètement s'assumer. Alors, je continue sur les différentes échelles d'intervention. Il y a peut-être juste quelque chose qui peut être intéressant qu'on voit actuellement sur le système de réassurance cyber, c'est aussi que les assureurs, pendant un certain temps, ont été finalement très compréhensifs sur le niveau exigé, le niveau minimal exigé de sécurité dans une entreprise pour pouvoir souscrire un contrat. Là, on voit que le niveau d'exigence augmente de plus en plus, tout simplement parce que le coût des cyberattaques et éventuellement des rançons impayés augmente de plus en plus. Donc, les cyberassureurs sont de plus en plus stricts, en fait, ne serait-ce que pour vous faire rentrer dans leur système. Et puis il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que pour pouvoir évaluer la prime d'assurance, un cyberassureur, il doit prendre effectivement en compte ce qu'il risque d'avoir à payer, mais aussi le niveau de préparation, le bonus-malus finalement, de son client. C'est-à-dire un client qui est très bien protégé, du coup il a peu de chances d'avoir un sinistre. Donc le jour où il aura un sinistre, effectivement, l'assurance paiera, mais comme c'est assez peu probable, finalement, c'est assez facile à distribuer le risque sur l'ensemble j'allais dire, de son portefeuille de clients. Et inversement, quelqu'un qui n'a un niveau de protection qui est très élémentaire et absolument pas en rapport avec le petit 1, le gain potentiel de l'attaquant, petit 2, les sommes que l'assureur pourrait avoir à rembourser,
et bien là, celui-là, il représente un risque non seulement, il représente un risque pour l'assureur et donc pour l'ensemble du dispositif. Donc, un des enjeux de l'assurance, c'est d'évaluer le niveau de maturité cyber de son client. Alors justement, pour revenir sur le sujet, qui peut juger dans le cyberespace? Messieurs, aujourd'hui, nous sommes dans une compétition économique mondiale entre l'Est et l'Ouest. La France, grand empire de l'époque, a perdu de sa belle emprise économique. Que s'est-il passé? Pourquoi aujourd'hui un tel retard entre à la fois des entreprises américaines qui fonctionnent et qui pèsent au niveau international, et aujourd'hui une France et une Europe qui pêchent à trouver peut-être la bonne solution pour être, je dirais, un bon compétiteur sur ces sujets de transformation digitale? Frédéric Janin. Alors effectivement, c'est vrai qu'on se rend compte que la France a du mal à tenir la comparaison par rapport aux États-Unis, par exemple, ou même à la Chine sur un certain nombre de cas. La question est-ce que la France en a les moyens? La France, pays de 66 millions d'habitants, avec une histoire, avec des scientifiques d'excellent niveau, mais finalement, est-ce qu'on peut se comparer avec la Chine ou les États-Unis? C'est un petit peu compliqué. Maintenant, est-ce que la solution passe pas effectivement par une forme de collaboration européenne et de volontarisme européen pour nous permettre de se remettre un petit peu sur un pied d'égalité par rapport aux États-Unis ou à la Chine? Là, oui, bien sûr. La France toute seule, j'ai envie de dire, aura du mal à mener ce combat. Je crois que c'est... Vous partagez, William? Je partage complètement cette analyse, c'est-à-dire que effectivement, la France déjà est pas si mal située que ça à l'échelle mondiale, eu égard à son pays, à son je veux dire son importance démographique, son PIB, etc. Je pense qu'elle n'est pas si mal placée, y compris dans le numérique. Maintenant, effectivement, la question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est à l'échelle de l'Union européenne, où là, vraiment, on a une échelle de comparaison raisonnable avec les grands ensembles que sont les États-Unis, la Chine, dans une certaine mesure également la Russie. Et là, effectivement, on peut quand même se poser la question comment cet immense ensemble, premier marché mondial, avec un système éducatif qui est performant, je veux dire, quand même très performant, avec un très large accès à l'éducation, etc., qui est souvent à l'origine d'un certain nombre de nouvelles technologies. N'oublions pas que la carte à puce, à la base, c'est français. Absolument. Le téléphone mobile, le leader mondial, il était finlandais et suédois. Et la vraie question, c'est comment l'Europe peut, à la fois dans une posture défensive, protéger ses joyaux, et dans une posture peut-être un petit peu plus offensive, identifier et consolider les capacités clés qui lui permettront de préserver la souveraineté de l'ensemble de ses membres dans 10 ans. Alors Je pense justement, qu'on oui, deux grands enjeux. on a aussi un Allez-y, certain nombre Frédéric. de rendez-vous ratés. Je pense notamment à l'expérience française du Minitel, qui était quand même une expérience souveraine, où on avait un terminal connecté mis à disposition gratuitement de tous les habitants français. Bon, effectivement, à l'époque, France Télécom n'a pas forcément réussi à transformer l'essai et à, j'ai envie de dire, accompagner la vague d'Internet qui allait finalement changer totalement la donne au niveau mondial. Mais voilà, l'histoire finalement d'une très belle idée, d'une technologie souveraine qui n'a pas forcément su évoluer suffisamment. Et juste pour compléter ce que disait William, effectivement, je crois qu'on est tout à fait en phase, mais si on regarde ce qui se passe dans certains pays, je pense par exemple à Israël, on a un dynamisme économique, c'est une vraie start-up nation, terme qu'on galvaude un petit peu en ce moment, mais on a un vrai dynamisme économique, on a un maillage très fort entre l'État et le privé, on a, j'ai envie de dire, peut-être un modèle qui pourrait être intéressant. Alors la France s'en rapproche parfois, je pense à la Technopole de Grenoble par exemple, où il y a plein de choses très intéressantes qui se passent en termes de maillage, recherche, application, d'ailleurs civile ou militaire, il y a plein de choses très intéressantes, mais malheureusement c'est peut-être encore un petit peu en deçà de ce qu'il faudrait faire pour arriver à un niveau optimal. Alors, pour arriver à un niveau optimal, pour revenir sur la question des GAFAM aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, Microsoft se pose. Comment pouvons-nous interpréter, messieurs, la suppression des comptes sociaux, notamment de Donald Trump, qui était président des États-Unis? Pour répondre à cette question importante, qui peut juger dans le cyberespace? Voilà un président américain qui est souverain dans sa nation, qui est la première puissance économique au monde, dont on retire le moyen de communication sur un réseau social américain.
Qu'en pensez-vous, William Dupuis? Alors, déjà, on lui retire, mais à une semaine de la fin de son mandat. Hein. Il C'était faut quand même pas. prémédité? C'était surtout c'était pas- opportuniste, à mon C'était avis. opportuniste, exactement. Alors, prémédité, je ne pense pas. Mais en revanche, la capacité de rétorsion était suffisamment faible pour que ce soit tenté et réussi par les médias sociaux. Faut quand même pas oublier qu'effectivement, c'est Donald Trump, hein, quelque part, qui a choisi Twitter comme premier moyen d'expression vers la nation au détriment des médias traditionnels. Traditionnel, absolument. Donc c'est un choix qu'il a fait en connaissance, c'est sa première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, alors là on pourra peut-être en débattre un petit peu, c'est lorsque notamment Twitter a commencé, sinon à censurer, du moins à mettre des alertes sur des contenus qui n'étaient, j'allais dire, sur des vérités qu'on va traiter pudiquement d'alternatives. Vérité alternative, c'est le terme officiel. Ouais. Et Trump a commencé par effectivement émettre un décret au mois de mai 2020, hein, je crois, pour j'allais dire, limiter cette capacité d'action de Twitter. Et en décembre, a tenté d'agir de façon beaucoup plus vigoureuse, en remettant en question un des fondements finalement juridiques qui permet aux GAFAM de se développer, qui est le Communication Decency Act. C'est un acte une loi qui date de 1996 et qui essentiellement exonère les fournisseurs d'une responsabilité civile pour notamment pour les contenus qui seraient publiés. Donc dans la mesure où ils mettent en place des barrières qui sont jugées raisonnables, eh bien ils ne peuvent pas être tenus responsables des propos qui sont tenus, y compris quand ils sont contraires à la Constitution américaine. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant, Frédéric Génin? Alors, j'ai donné un éclairage complémentaire, hein, pas du tout par opposition, mais peut-être complémentaire de celui de William. Dans un premier temps, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle les big tech aux États-Unis, les GAFAM en France, sont des entreprises qui héritent, j'ai envie de dire, du background originel d'Internet, donc un background un petit peu libertarien, hein, où la liberté de communiquer, la liberté d'expression est vraiment une valeur fondatrice. Donc en ce sens, c'est pas très étonnant que pendant un certain temps, on ait eu une politique un petit peu du laisser-passer, du laisser-faire, hein. Dans un premier temps, c'est des gens qui ont plutôt une sensibilité, on va dire, démocrate, hein. En tout cas qu'il l'avait à l'origine. Le Parti démocrate a relativement mal vécu l'implication, ou en tout cas l'instrumentalisation de Facebook ou de Twitter, notamment via un certain nombre de réseaux russes. Vous parlez du scandale Cambridge Analytica notamment. Alors, par exemple, mais également l'influence réelle ou supposée des services russes lors de l'élection de Donald Trump. Donc effectivement, c'est peut-être aussi pour eux un moyen de se refaire une virginité. Temporellement, on est plutôt bien, effectivement, hein, juste à une semaine de la passation de pouvoir entre l'ancien président et le nouveau. Ça permet quelque part de se dire que voilà, on se remet un petit peu dans le sens du vent. Après, il y a une problématique, effectivement. Alors, autant je partage complètement votre analyse concernant les préférences, ou la teinte idéologique finalement des créateurs des GAFAM, hein, plutôt libertariens, plutôt démocrates, hein, je partage complètement. Après, ça ne devrait pas avoir d'influence déjà sur le droit américain et encore moins sur le droit français. Et sur l'exercice du droit français. Tout à fait. Donc la question, de mon point de vue, hein, c'est effectivement et le cœur de la problématique, il n'est pas tant quelles sont les conditions générales d'utilisation de Facebook ou de Twitter, parce que la rigueur, ça leur appartient. C'est une entreprise de droit privé, ils ont le droit de choisir leurs clients et de choisir les règles suivant lesquelles les personnes utilisent leurs services. Le problème, c'est que ce n'est plus un service. Ce sont devenus des médias. C'est-à-dire que, je me souviens plus, mais en 2020, il y a une étude sur les sources d'information aux États-Unis. Plus de la moitié des Américains, et c'est quand même significatif, hein, vont chercher leurs informations non pas sur des médias traditionnels, et je reviendrai un petit peu sur ce que ça comprend, mais la notion de médias traditionnels, mais sur des médias sociaux. Or, il n'y a pas du tout le même cadre légal
mais également déontologiques sur les médias traditionnels, pour lesquels effectivement il y a une responsabilité individuelle des journalistes qui sont accrédités. La carte de presse, ça sert à ça. Il y a également une certaine forme de responsabilité donc vis-à-vis du contenu. Et une possibilité effectivement de poursuivre directement les responsables du contenu. Tout ça n'existe pas sur les médias sociaux. Et effectivement, là je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet, et quelque part cette décision a été aussi un petit peu un déclencheur d'une forme d'appel à l'aide, parce que finalement, si c'est pas le politique qui régule un minimum ces réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui vont réguler le politique, et c'est exactement la situation à laquelle on est arrivé aux États-Unis, et finalement il y a beaucoup de voix de la Silicon Valley qui se sont élevées en disant oui, là il faut quand même peut-être faire quelque chose, parce que effectivement, même si Twitter, ce service de microblogging, un service gratuit avec ses conditions générales d'utilisation, est tout à fait légitime pour supprimer un compte qui ne correspond pas à ces conditions générales. Ok, très bien. Sauf que là, on n'est pas non plus sur le compte de n'importe qui, on n'est pas dans n'importe quelle condition. Et effectivement, est-ce qu'on n'a pas un changement de paradigme en disant d'un service de microblogging traditionnel, finalement, on se retrouve avec un acteur qui est en position dominante. Le compte de Donald Trump, c'est quand même 88 millions de personnes, hein, donc on est quand même sur une masse critique assez significative. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, un interventionnisme minimum des services publics, qu'ils soient américains ou supranationaux, pour s'assurer que, au minimum, quand on décide de supprimer un compte, il y a peut-être une procédure contradictoire, peut-être un juge qui intervienne, un arbitre, disons, et puis une possibilité de recours. C'est effectivement ce qu'a commencé à faire Facebook, mais toutes ces analyses sont un petit peu, pour l'instant, en ordre dispersé. Est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, puisqu'on arrive quasiment à finalement des services publics de la donnée, en tout cas sur notre conception européenne, puisqu'ils ont une telle taille, ils sont tellement incontournables que c'est difficile de les considérer comme des entreprises comme les autres, avec finalement un système de concurrence traditionnel qu'on pourrait avoir si on n'avait pas une situation de monopole. Frédéric Jeannin, on peut citer, vous parlez effectivement de réseaux qui ne sont pas traditionnels et d'entreprises non traditionnelles. Facebook, avec cette initiative de lancer sa propre monnaie, je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots. Alors, je voulais d'abord, avant de parler du Libra, enfin, qui est un autre sujet, effectivement, qui a occasionné une énorme levée de bouclier, j'aimerais revenir sur cette notion de Cour suprême, de conseil de surveillance. Alors déjà, l'idée n'est pas nouvelle, parce que je crois que c'est en 2018 que Mark Zuckerberg prend la décision de mettre en place des moyens de contrôle. Des moyens, alors je pense que c'est plus que des moyens de contrôle, c'est plus et moins que des moyens de contrôle. C'est-à-dire que c'est pas exécutif, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'autosaisir, et donc c'est plus une autorité morale. Je pense sincèrement que Facebook, à travers la création de cette Cour suprême, de ce conseil de surveillance, a voulu se donner une légitimité morale relativement universelle, ce qui est très complexe. C'est s'arroger un droit qui, pour vous, n'est pas celui qu'une entreprise doit prendre. Alors en tout cas, on est face à deux alternatives. Pour moi, très clairement, on est face à deux alternatives. Soit effectivement, alors c'est plutôt la position des États, je pense, la parole publique et la souveraineté nationale nécessitent effectivement un encadrement, et globalement c'est ce que souhaite par exemple la France, donc avec un certain nombre de réflexions sur les problématiques de fake news, de manipulation de l'information, de manipulation des vidéos, ce genre de choses. Alors justement, William Dupuy, est-ce que vous étiez contre la loi, puisqu'on parlait de la loi française, de la manipulation de l'information, ou favorable à une régulation justement législative pour limiter justement toutes ces dérives autour des réseaux sociaux? Encore un sujet très complexe. Il n'y a que des sujets très complexes aujourd'hui. Ali, vous avez complètement raison. Alors du coup, je vais essayer de... Alors, je vais vous donner une réponse de Normand. On peut faire un petit clin d'œil, parce que vous avez tous les deux, messieurs, un point commun, c'est que vous êtes auditeurs
de l'Institut des études de défense nationale, session numéro 3, cybersécurité, et que cette session ne traite que des sujets complexes. Je vous redonne la main, monsieur Dupuis. Merci Ali. On en profite pour saluer nos camarades d'ailleurs. La difficulté, alors je pense que ce qui a prévalu pour que le projet de loi initial ne soit pas adopté, c'est la difficulté de qualifier une fake news. Qu'est-ce qu'est une vraie information? Quelle est la quantité de vrai et de faux dans une information? C'est quelque chose qui est très politique et qui est très complexe à juger. Ça, c'est la première chose. Et de ce côté-là, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué de donner un pouvoir aux politiques de censure. C'est franchement compliqué. Excusez-moi. En revanche, juste pour terminer, en revanche, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? J'en suis pas convaincu non plus. C'est-à-dire qu'il y a des travaux à mener sur l'authenticité de l'information. Typiquement, alors j'ai cité tout à l'heure les vidéos trafiquées, ce qu'on appelle les deepfakes. C'est un vrai enjeu parce que effectivement, aujourd'hui, la technologie m'autorise par exemple à faire un discours, me faire passer pour le président de la République par exemple, et sortir un tas d'âneries et coller l'image essentiellement, et de trafiquer la vidéo de façon à ce que vous soyez complètement convaincu qu'il s'agit effectivement d'Emmanuel Macron qui je veux dire, qui a complètement pété les plombs, quoi. Excusez-moi, il y a une chaîne célèbre, pour ne pas la citer, TF1, où justement ce procédé fait ça régulièrement, fait ça, et puis un véritable succès. Et donc la difficulté, c'est pas d'interdire cette technologie, elle existe. Il y a certainement plein d'usages légitimes, hein, à commencer par l'humour, la caricature, etc. En revanche, il y a un devoir, je pense, d'information de l'utilisateur en disant attention, cette vidéo est une fausse vidéo. C'est de l'humour. Voilà, c'est de l'humour. Et ça a été trafiqué. Et ça a été trafiqué. Absolument. Et là, il y a vraiment du travail à faire. Et effectivement, on touche aussi un petit peu au cœur du problème, qui est finalement la qualification de l'information. Parfois, c'est vrai que l'appellation fake news, c'est peut-être tout simplement une opinion. Alors une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, mais simplement une opinion. Donc c'est très compliqué d'interdire les opinions dans ce cas-là. Et on retombe finalement sur la problématique un petit peu fondamentale autour de ces réseaux sociaux. Est-ce que finalement, les réseaux sociaux, c'est la position qu'on avait à l'origine, ne sont que des hébergeurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables du contenu qu'ils véhiculent, ils fournissent simplement une infrastructure et des moyens pour qu'un certain nombre d'utilisateurs expriment des opinions? Ça se tient. Ou est-ce que ce sont des éditeurs? Et si ça devient des éditeurs, dans ce cas-là, on peut plus les comparer à des organes de presse, finalement, avec toute la responsabilité qui en découle, notamment celle d'assumer un certain nombre d'opinions, mais aussi d'assumer un certain nombre de problèmes juridiques, notamment en cas de diffamation ou diffusion de fausses nouvelles. Et d'ailleurs, pour le coup, je vais me faire un petit peu l'avocat, pour une fois, hein, de Donald Trump, hein, parce que c'est... Que l'on salue au passage, hein, s'il regarde l'émission. S'il nous regarde. Voilà, s'il nous regarde, hein, Donald. Certainement pas via son compte Twitter. Voilà. Je pense qu'il y avait quand même un fond de vraies problématiques par rapport à la croisade de Trump vis-à-vis de Twitter. C'est que s'ils sont vraiment hébergeurs, ils n'ont pas vocation à censurer son contenu. Tout à fait. Voilà. Alors en l'occurrence, la difficulté je veux dire, le paradoxe, c'est que d'un côté, Twitter n'est responsable de rien, mais choisit quand même, par moment, de dire attention, cette information n'est pas vraie, voire même de suspendre un compte, voire même de limiter la possibilité de faire suivre ou de propager un tweet, etc. Et là, effectivement, on était quand même dans une zone grise, hein, et je pense que les conditions générales d'utilisation n'expliquent pas tout, et en tout cas ne justifient pas ce traitement à deux vitesses. D'autant que, excusez-moi Frédéric Janin, les conditions d'utilisation que vous citez, autour de cette table, et je pense que beaucoup se reconnaîtront, personne ne les lit entièrement. Personne ne les lit, de toute façon, elles sont très obscures, et puis elles laissent une part énorme à l'interprétation de l'éditeur, du fournisseur de services. Donc, pour faire très simple, il fait un petit peu ce qu'il veut. Voilà. Effectivement, ce qui est intéressant, hein, c'est de voir qu'il y a une riposte graduée, c'est-à-dire c'est pas comme ça que le compte de Donald Trump a été supprimé.
Au départ, Twitter a décidé, effectivement ça pose aussi question, de mettre des petits bandeaux d'informations sous certains tweets qui étaient considérés comme tendancieux, en disant attention, c'est peut-être une fake news, c'est peut-être une nouvelle qui n'est pas tellement vérifiée et pas tellement vérifiable. Donc déjà là on a quand même une forme d'interventionnisme qui est assez intéressante et qui peut poser question. Sur un président américain, on le rappelle à nos téléspectateurs, Ouais. c'est quand même pas En fonction. Monsieur Lambda. Tout à fait. Et si on tire un petit peu ce fil des réseaux sociaux, on se rend compte que finalement les supporters de Donald Trump, se sentant un petit peu trop pris en tenaille par Twitter, ont décidé de migrer massivement sur un réseau qui s'appelle Parler, qui a été, on va dire, principalement utilisé par des supporters alors, de ce qu'on appelle l'alt-right américaine, donc des supporters un petit peu radicaux de Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que ce réseau qui n'avait pas très peu, en tout cas, de modération, s'est retrouvé déconnecté puisqu'il hébergeait, ses services en fait étaient hébergés par Amazon Web Services. Amazon Web Services n'avait strictement aucune responsabilité pénale du contenu qui était véhiculé par ce réseau puisqu'il était simplement fournisseur d'hébergement, pour faire très simple. Et Amazon a unilatéralement décidé de déconnecter de rompre le contrat qui le liait à Parler, et donc de réduire Parler au silence. Et là aussi, ça pose question, puisque finalement, il n'y avait aucun risque pénal face à Amazon, qui prend la décision parce que je considère que les informations sont pas de nature, enfin, ne vont pas forcément dans la ligne de ce qu'il a envie de voir, le réduire au silence. Là, je crois qu'on a une question qui est quand même assez intéressante en termes de débat démocratique. Alors là, pour moi, il n'y a aucun débat démocratique, on est d'accord, hein. Il n'y a déjà aucun débat puisque c'est une action unilatérale et absolument pas démocratique parce qu'on est complètement dans le droit des sociétés, etc. Il y a un autre point, hein. Enfin, je vais un petit peu également... me faire l'avocat des médias sociaux, hein, pour le coup. Si on se place de leur point de vue, c'est très compliqué de se plier, ou du moins de s'adapter de façon uniforme à l'ensemble des corpus juridiques nationaux. Et c'est une des grosses difficultés de Facebook, Twitter. Leur grosse difficulté, c'est que des conditions générales d'utilisation, c'est facile à appliquer parce que c'est applicable uniformément pour tous leurs clients, alors qu'inversement, s'ils veulent se soumettre strictement et finalement calquer leur CGU, avoir des CGU nationales, c'est extrêmement compliqué. Parce que ça suppose des algorithmes différents et des processus différents de traitement de l'information en France, aux États-Unis, mais également alors en Chine, je sais pas, mais en Iran, etc. Où je veux dire entre guillemets le droit de l'information, c'est-à-dire les limitations, les limites qui sont données à la liberté d'expression sont très différentes. Tout à fait. Mais on a quand même une forme de relativisme. Alors, je souscris tout à fait à ce que dit William, mais on a quand même une forme de relativisme qui est liée à un réalisme économique aussi. Effectivement, quand on a un pays comme la Chine qui demande quelque chose à un certain nombre de géants du numérique, ça va quand même être écouté d'une oreille attentive. Effectivement, si c'est la France qui considère que les conditions d'utilisation de Twitter ne sont pas forcément en accord avec son droit national, je pense que la réponse de Twitter, ce sera l'utilisez pas. Alors justement, excellente transition, vous parliez de la Chine. Il fallait aussi en parler lors de cette émission. La Chine met en place un scoring social pour juger ses citoyens, les bons, les mauvais citoyens. Donc il y a aussi, dans cette question de qui peut juger dans le cyberespace, une question de jugement du citoyen à travers justement un comportement social, voire digitalisé. Que pensez-vous justement de cette approche, William Dupuis ? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre évaluation et jugement. C'est-à-dire qu'au jugement, c'est au sens juridique, c'est-à-dire globalement, vous avez commis une infraction. Ou alors vous êtes vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction, et dans ces cas-là, effectivement, on compare cette infraction à un corpus, à des règles qui sont édictées. L'évaluation, c'est un tout autre sujet, mais c'est un beau sujet aussi, évidemment, encore un. C'est très subtil. C'est très subtil, effectivement. Et donc, ce scoring social, c'est vraiment de l'évaluation. Il n'y a pas forcément de peine derrière. Par contre,
La question, c'est est-ce que ce sera Alors, intégré à terme, voilà. il y a quand même un certain nombre de restrictions, notamment au niveau Justement, oui, des parce qu'il y a déplacements il y a quelques peines qui en découlent. ouais, il y a quelques peines, par exemple. Mais prononcé par un tribunal ou Bien pas? sûr que non. Voilà. Ah non, Ah oui, mais c'est totalement opaque. C'est C'est-à-dire arbitraire, que, donc. étonnamment, vous n'avez plus de passeport pour pouvoir voyager. Parce que, Mais on peut se poser considéré- la question au plan purement économique, hein, l'évaluation du citoyen, enfin, c'est un sujet qui est en pleine expansion, hein. N'oublions pas que parmi ces domaines-là, on peut citer les assurances santé, hein, Tout à fait. globalement, avec un scoring qui existe déjà en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc., où vous pouvez choisir librement ou non d'avoir un scoring santé en quelque sorte, et en fonction de ce scoring santé, vous aurez ou pas des réductions sur votre C'est comme ça mutuelle. que vous avez votre crédit immobilier, hein, par exemple. Effectivement, si Voilà. vous C'est rentrez une plus espèce ou de moins bonus-malus, dans des en fait, Tout hein. à fait. C'est Exactement. exactement ça. Sauf que Mais c'est quand même très encadré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, Mais- en tout cas en théorie. pour l'instant, voilà, exactement, sachant que les opportunités, les possibilités technologiques sont en pleine explosion. Enfin, je veux dire, on est dans un monde de la donnée aujourd'hui. Bien sûr. Si demain on autorise, je dis n'importe quoi volontairement, hein, on autorise des fournisseurs d'accéder à vos données de votre montre connectée, savoir combien de kilomètres vous avez fait, votre pouls, etc., et de les vendre. Alors c'est pas le cas aujourd'hui évidemment, hein, mais on peut avoir une quantité de données à la disposition, enfin qui peuvent être marchandées, Pour alimenter ce système de scoring, par exemple. qui peuvent être En tout cas, toute pour forme de être scoring. commercialisé, ça c'est sûr. Voilà. Et typiquement, on a vu avec l'IoT, et je pense à quelques pépins qui ont pu arriver à des agents français qui portaient des montres connectées, ça peut effectivement poser beaucoup de problèmes, puisqu'on peut vous localiser, savoir où vous êtes. Au hasard, quand vous faites tous les jours le tour d'une zone qui pourtant est floutée parce que c'est une base militaire, mais que toutes ces informations remontent sur Facebook parce que vous publiez vos résultats de courses réguliers, effectivement, on se rend compte que très très vite, ça peut déraper. Messieurs, l'émission très intéressante touche quasiment à sa fin. Je pense qu'il faudra revenir pour faire une nouvelle émission très riche et très enrichissante pour nos téléspectateurs. Alors, vous ne pouvez pas partir d'ici sans nous parler de vos enjeux, cette belle année 2021, William Dupuis. Alors, mes enjeux, sont vos enjeux plus que mes enjeux, parce que au-delà de mes enjeux, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants, hein. Je pense que cette année 2021 va être avant tout diplomatique, c'est-à-dire que on a de beaux enjeux en termes de cybersécurité dans le cadre de l'évolution du droit international, et notamment concernant la cybercriminalité. Parce qu'il y a énormément à faire, hein. On n'a pas beaucoup évoqué le sujet, mais aujourd'hui, les criminels, en tout cas ceux qui savent s'y prendre, jouent avec beaucoup de finesse, hein, sur les lignes de rupture entre les pays qui ont des accords de coopération judiciaire, ceux qui n'en ont pas, etc., pour être certain de jamais se faire prendre. Et donc là, on a vraiment un travail pour lequel la France est vraiment moteur, c'est-à-dire que la France est vraiment en pointe, hein, sur ce sujet-là. Et donc, je crois profondément en la possibilité, effectivement, sur la base d'un intérêt commun, que l'ensemble de la communauté internationale se saisisse du problème de la grande criminalité internationale. Ça, c'est la première chose. Au niveau national, on en a parlé, hein. Je suis convaincu aussi que, toujours à travers le prisme de la cybercriminalité, qu'on a de grands enjeux à venir, et en particulier en tant que citoyen, en tant que simple citoyen, je suis très préoccupé avec le rapprochement des prochaines échéances électorales, et des possibilités qui existent en termes de manipulation d'opinion, notamment à travers les réseaux sociaux. Enfin, n'oublions pas qu'effectivement, il y a eu plus que des débats, hein, sur l'élection de Donald Trump, avec l'exfiltration des mails d'Hillary Clinton, etc. En France, on a eu une tentative en France avec les Macron Leaks, exactement. Et encore, ça, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a un impact, mais ça a un impact relativement limité. Des campagnes de désinformation massives sur les réseaux sociaux peuvent avoir beaucoup plus d'impact politique sans acte proprement délictueux. Et ça, je pense que c'est un grand enjeu pour notre démocratie.
plus mieux réguler les réseaux sociaux pour justement avoir une transparence politique? Même question, Frédéric Janin, vos enjeux pour cette belle année. Parce que l'émission, c'est aussi les belles initiatives et le positif. Je pense qu'il y a une initiative qui est particulièrement intéressante au niveau européen, qui s'appelle le Digital Service Act, qui va en fait tenter de mettre un petit peu d'ordre dans la manière dont sont gérés ces réseaux sociaux, d'établir un petit peu plus clairement quelles sont les responsabilités. Donc ce que j'aimerais beaucoup et ce que je souhaite sincèrement, c'est que l'Europe finalement réussisse à faire quelque chose un petit peu sur le modèle du RGPD. Où au départ, c'est vrai que la protection des données personnelles était un sujet un petit peu compliqué. On a eu une levée de bouclier, évidemment, de tous les géants de la tech. Et finalement, ça a plutôt bien marché. Ça a entraîné une forme de cercle vertueux un petit peu partout dans le monde. Et maintenant, si on pense par exemple aux États-Unis, dans une moindre mesure en Asie, on parle protection des données. Très souvent, le RGPD est cité en exemple de framework qu'on peut décliner dans un certain nombre de pays. Donc j'aimerais bien que l'Europe, avec ce DSA, arrive à faire la même chose. Frédéric Janin, merci beaucoup pour votre intervention. Merci William Dupuis aussi pour votre analyse très riche à tous les deux. On salue aussi nos collègues de l'Institut des hautes études de défense nationale pour finir et conclure cette émission que vous reconnaîtrez ici également. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur l'actualité économique, sociale et numérique. Vous l'avez compris, très riche. À très bientôt. Au revoir.